quel guerrier on est si on n'a pas la cognition du magicien qui fait qu'il peut analyser les choses et analyser une scène de combat, par exemple. Mais quel guerrier on est si on n'est pas un souverain qui se bat pour une cause juste? Du coup, ce soir, je suis avec Louis pour une conversation très, très importante. Comment ça va, Louis? Ça va bien. Un peu fatigué de la journée parisienne avec ma chérie et mes 2 filles. Mais bien, parce que super content d'être là, en présence. Il y a toujours des choses qui se passent de manière plus profonde et plus intense quand on est face à quelqu'un physiquement. Je trouve que même si le travail en visio est hyper pratique, mais le côté émotionnel est plus fort quand il y a un lien direct avec la personne, en tout cas dans mon système. Pour moi aussi, carrément. C'est pour ça que, comme je te le disais, je préfère faire ce genre de conversation en présentiel. Aujourd'hui, on parle d'un gros sujet, d'un sujet fascinant, d'un sujet que je suis très heureux de traiter avec toi, parce que je suis ton travail à distance, je vais te laisser te présenter plus en détail. Mais aujourd'hui, on va parler des 4 archétypes du masculin sacré. Oui. Un sujet juste énorme, et d'ailleurs qui peut être beaucoup plus large que, de mon point de vue, le masculin sacré. Et on pourra revenir là-dessus parce que j'ai pas mal évolué sur ce sujet que je voyais peut-être de manière limitée et que maintenant j'ai encore plus ouvert, on va dire. Yes, je suis pressé d'entendre tout ça dans le détail. Ouais. On va avoir beaucoup de choses à se dire. Yes. Mais avant ça, Louis, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais et nous parler un petit peu de ton travail? Ouais, Louis Corret, je suis né en 81, donc ça veut dire... c'est plus facile de se rappeler de sa date de naissance que de son âge. Tu as 10 ans de plus que moi, donc 42 ans. Je suis né en 91. En fonction de quand t'es né dans l'année. Ouais. Et qu'est-ce que... Je suis père, je suis compagnon, je suis accompagnant. Ouais, intéressant, compagnon, parce qu'on accompagne en couple avec Sandra. Et qu'est-ce que je fais? En fait, moi, j'accompagne principalement les gens à se libérer de leur schéma négatif répétitif. Tu sais, le truc qui revient régulièrement dans ta vie, qui te casse les pieds de manière ultra puissante et que tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'en défaire. Et donc ça, je le fais de plein de manières différentes, avec toutes les cordes de mon arc qui passent par la médecine chinoise, le chamanisme et le shadow work. Principalement, c'est ça, avec évidemment des techniques de coaching, de plein de thérapies psychocorporelles au-delà du shadow work, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement. Wow. Je me rappelle quand j'ai commencé ma formation d'acupuncture traditionnelle, la moyenne d'âge, ça devait être genre 50 ans, j'en avais 22. Et j'avais un gros problème de légitimité. Je voyais mes collègues, principalement des femmes, qui avaient beaucoup d'expérience, donc du coup qui pouvaient partager leur expérience au-delà de la technique. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que moi, à 22 ans, 23 ans ou à peine plus, je vais pouvoir accompagner des gens avec ma petite expérience. Et Sylvie, une de mes collègues, m'a dit « Ouais, mais tu te rends compte quand tu auras notre âge, l'expérience que tu auras ?» Et ça a été vraiment un switch. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, depuis, je n'ai de cesse de à la fois bosser sur moi et de me former. Et dans les 2 sens qui sont pour moi hyper importants. Le fait d'investir sur soi, que ça soit en travail perso ou en formation, ça c'est des trucs qu'on ne nous prendra jamais, quoi. Carrément. Et investir sur toi te permet aussi de faire évoluer le travail que tu fais sur les autres. Ouais, parce que les personnes que j'accompagne aujourd'hui sont vraiment différentes de celles que j'accompagnais genre à la sortie de mes études. Ça c'était 2007-2008, un truc comme ça. Mais parce que je suis différent. Donc plus on travaille en profondeur, plus on peut accompagner les autres en profondeur. Ce qu'on a souvent tendance à dire, en tout cas Sandra et moi, c'est qu'on peut accompagner les autres que là où on a été soi-même. J'ai creusé en tabernacle. Et je continue. Yes. Vraiment, il y a des trucs que j'ai
Ouais, que j'ai été regardé il y a juste quelques mois ou à peine un an, où je pensais pas qu'il y avait encore autant de boulot, quoi. Mais sur le moment, c'est chaud. Mais par expérience, je sais que les moments chauds, derrière, c'est aussi des cadeaux énormes. Et c'est justement, au-delà de la technique shadow work, c'est tout le principe du shadow work. C'est d'aller voir ce qui est actif en nous. Aller voir ce que parfois on a peur de regarder. Pas parfois. C'est absolument tout le temps. Parce que si c'est mis sous le tapis, c'est que ça nous arrange pas. Donc ouais, le travail de l'ombre. Mais tout de suite, quand on le dit en français, ça pose un autre truc que shadow work. Parce que je sais pas si c'est le côté anglophone, où travail de l'ombre, ça fait tout de suite occultisme. Et alors que shadow work, ça commence à devenir, non pas populaire, mais dans le domaine de la spiritualité, du dev perso, on commence à en entendre parler. Parfois de manière un peu trop, je trouve, superficielle. Alors que c'est un système, mais c'est un des systèmes les plus complets que je connaisse, en termes d'approche humaine et de cadre, justement. Donc ouais, c'est top de pouvoir avoir le temps d'en parler. Ouais, carrément, on va pouvoir y revenir dans le détail. Alors, ce sujet, le sujet du jour, ça fait longtemps ça fait quelques mois qu'on est en contact. Ouais. Ça fait peut-être une année. On avait été en contact quand t'étais parti en Suisse. C'est ça. Donc, ça fait plus d'un an maintenant. Ouais, ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Et je suivais ton travail à distance et je pense que effectivement, ça me trotte dans la tête depuis quelques temps de proposer des conversations autour du masculin. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail autour du féminin sacré en ce moment et je trouve ça génial. Ouais. Et il y a sans doute aussi beaucoup de travail à faire autour du masculin et du masculin sacré. On pourra définir ces archétypes et ta conception. Et surtout, ouvrir la conversation autour de ça. Donc pas mal de choses à dire. Pour moi, ça part d'une lecture. Je crois que c'est Robert Moore, un analyste jungien. Ouais. Psychologue même à la base. Ouais. Et donc le bouquin, c'était King, Warrior, Magician, Lover. Ouais, les 4 archétypes du masculin. Lover, Magician. Je crois que c'est dans ce sens. Ouais. C'est comme ça qu'il est écrit après. Il n'y a pas un archétype plus important que l'autre. Mais, comment tu les traduirais? La traduction la plus simple de King, ça serait roi. Moi, je préfère le terme souverain. Parce que la souveraineté intérieure me parle plus que la royauté intérieure. Pour moi, c'est super important d'être souverain de ses actes, souverain au maximum de ses pensées, et de creuser justement cette souveraineté et que j'associe à la responsabilité. Et c'est ça, l'archétype du souverain d'ailleurs. C'est celui qui prend responsabilité. Et qu'on le voit dans un empire ou dans un royaume ou à l'intérieur, c'est vraiment celui qui prend responsabilité. Donc, warrior, le guerrier, c'est la seule traduction possible, je trouve. Lover, l'amant, et magician, le magicien. Alors, j'aurais tendance à dire le chaman, parce que la pratique chamanique fait partie de moi et de comment j'accompagne depuis la pratique chamanique depuis entre 15 et 20 ans, quoi. Donc, mais magicien, finalement, c'est mieux. Je suis honnête. C'est mieux parce que le terme chaman est beaucoup plus associé avec quelque chose de terrestre, de cette sagesse sauvage. Alors que dans l'archétype du magicien, on est beaucoup plus dans le mental, dans l'observation, dans la personne qui va prendre de la distance, comme moi de la distance du micro, qui va prendre de la distance, qui va être en métacognition pour comprendre ce qui se passe pour lui, parfois pour se protéger, pour pas être au contact de ses émotions. Alors que finalement, le chaman, lui, il est dans la connexion. Ça serait presque plus l'amant. Donc, ou bien ça serait un mélange des 4. D'ailleurs, il y en a plus que 4, mais ces 4-là, on va dire que c'est les 4 piliers de ce travail sur le masculin. Et quand j'ai commencé ma formation donc en shadow work, c'est avec le petit R entouré, parce que tu as le terme shadow work qui veut dire
quelque chose de super large. Et il y a après le cadre shadow work avec le fameux petit R. Je sais plus où je voulais aller, mais oui, je me suis rendu compte que c'était pas juste pour les hommes, justement. C'est que moi, j'ai découvert ça, on en parlait tout à l'heure, avec Robert Bly, donc qui a écrit Iron John. Super lecture aussi. Jean de Fer. Le mythe de Jean de Fer. Ouais. Incroyable. Ouais. Que je recommande vivement aussi. Ah, c'est juste, c'est une porte d'entrée mystico-poétique. C'est incroyable. De réussir. Psychanalytique. Ouais. Mais c'est ça. Et de mettre, je trouve, de la poésie là-dedans fait que c'est accessible d'une autre manière qu'un manuel de l'homme mature. Ouais. Mais tu vois, en parlant de poésie, une des autres manières de traduire l'amant ou l'amoureux, c'est aussi le poète. Et je trouve cet aspect assez intéressant. Ben oui, parce que le poète doit forcément être en connexion. En connexion avec lui et en connexion avec les autres. Donc on peut le voir comme ça. Mais c'est que à la base, les archétypes viennent du travail de Jung, donc début du XXe siècle, et des archétypes de l'inconscient collectif. Et lui, il les limitait absolument pas au côté masculin. Et il y en avait plus que 4. Donc c'est juste que ces 4-là sont, on va dire, les 4 fondamentaux. On pourrait dire qu'il y en a même 2 principaux, qui seraient le masculin et le féminin, le yin et le yang. Avec des sous-archétypes. Et avec des sous-archétypes. Comme dans la médecine chinoise, en fait, on a le yin-yang, et après, on a les 5 éléments, qui sont juste des manifestations du yin-yang. Oui. Et comment le yin-yang vient prendre forme différemment suivant les personnes, et suivant les organes. Les archétypes, moi, je les vois un peu comme ça. Donc, on peut autant parler de souveraine, d'amante, de guerrière et de magicienne. Bien sûr. Et ça, c'est génial de voir ça. Et puisque tu parlais de Shadowwork, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc dans ce livre de Robert Moore, il te propose à chaque fois une interprétation mature de l'archétype et l'interprétation qui va plutôt du côté de l'ombre, justement. Et en fait, toutes les manières dont ces archétypes peuvent se dégénérer. Et c'est très intéressant, en particulier avec le masculin, parce que j'ai l'impression que dans toutes les problématiques actuelles de remise en cause du patriarcat, à juste titre, exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a, pour moi, c'est comme si on avait associé en fait la masculinité à un archétype toxique. C'est exactement. Ouais. Et notamment celui du guerrier. Mais le guerrier dans sa forme la plus toxique. Oui. Et aussi beaucoup du souverain toxique. Le tyran. Oui, c'est ça exactement. Et alors, il y a, dans ce que tu viens de dire, il y a de quoi dérouler déjà énormément. Je vais essayer de reprendre les choses un peu au fur et à mesure. Déjà, masculin sacré. Pendant des années, c'est un terme que j'ai utilisé parce qu'on parlait beaucoup de féminin sacré. Donc, je reviens juste encore un tout petit peu en arrière. Merci aux femmes d'avoir fait ce boulot et de continuer à le faire. Parce que elles ont ouvert la voie. Franchement, le travail sur le masculin a quelques décennies. Le travail sur le féminin en a beaucoup plus. Pourquoi ? Mais parce que justement, elles étaient beaucoup plus opprimées dans l'inconscient collectif. On a tous nos projections sur le masculin, sur le féminin, sur l'homme et sur la femme, nos injonctions. Mais par contre, c'est clair que les femmes, dans leur pôle féminine, dans leur pôle féminin et dans leur pôle masculin, ont été beaucoup plus opprimées que les hommes. Ceci dit, moi aujourd'hui, je parle beaucoup plus justement de masculin mature plutôt que de masculin sacré. Parce que le côté sacré peut en rebuter certains. C'est qu'il y a des hommes qui ont envie de travailler sur eux sans forcément se dire qu'ils sont dans la spiritualité. Et que la maturation du masculin, c'est aussi ce travail à la fois d'intériorisation et d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le proposer différemment au monde. Donc le yang, le masculin, va vers l'extérieur, c'est son mouvement naturel. Donc du coup là c'est une proposition yin, donc féminine, d'aller à l'intérieur, mais pour pouvoir mieux retourner à l'extérieur par la suite. Et c'est, de mon point de vue, c'est ça la maturation. Une plante, ça mature où ? Dans la terre, dans l'ombre, dans la terre-mère, avant de venir à la lumière, de pousser, de croître
qui est un des besoins fondamentaux de l'humain, cette croissance, qu'on voit ça de manière en dev perso ou spirituelle, et pour enfin fleurir, donner des fruits et continuer le cycle de la vie. Je kiffe le Roi Lion, j'adore. Bah, c'est l'année... Ah, t'avais 1 an quand il est sorti. 92 ouais, je crois qu'il est sorti en 92. J'ai vu le spectacle récemment. Ça m'a vraiment... Tu vois, ça m'a ému, ce passage sur le roi et le retour du roi, parce que Simba symbolise aussi... en quelque sorte celui qui refuse cette souveraineté, qui refuse cette responsabilité. Il est clairement blessé. Carrément. Mais ce moment où il se souvient de qui il est, d'ailleurs à travers la rencontre avec le magicien ou le chaman Rafiki, c'est très symbolique. Mais il y a tout là-dedans. Ce rapport au père, le revoir. Moi, le Roi Lion, ça me fait pleurer. Cette scène à chaque fois. À chaque fois. Et on pourrait dérouler d'ailleurs presque uniquement là-dessus, parce que on a le souverain Mufasa, la figure d'autorité saine, c'est qui parle justement que tout est cycle, que c'est pas parce qu'ils mangent des antilopes que c'est mal, que c'est mauvais, parce que les antilopes font les manger quand eux seront devenus de l'humus et devenus de l'herbe. Et de l'autre côté, t'as Scar, le tyran. Donc la dégénérescence de l'archétype du roi. C'est ça, exactement. Et ça, on le revoit à l'intérieur de Simba. Quand il fuit, quand il a peur, quand il est blessé, il refuse cette responsabilité. Donc là, c'est une autre manière, ça serait presque une manière yin d'être dans le tyran. C'est qu'il y a la manière yang forte, genre Scar qui veut être calife à la place du calife, et il y a la manière yin de Simba qui fuit, parce qu'il est complètement blessé et qui refuse ça. Et quand il doit revenir, là, c'est sa manière d'assumer qui il est. On a Rafiki, évidemment, le magicien, le chaman, qui est là juste pour lui dire souviens-toi qui tu es. Quoi. Ouais, celui qui a la connaissance des choses et celui qui est capable de lui faire retrouver son père, de l'amener à voir son père. Celui qui est capable de sentir que le vrai roi est toujours en vie. Et on pourrait dire que l'amant, il est aussi dans Simba quand il revoit Nala. Donc du coup, il est dans cette connexion. Et c'est grâce à elle qui fait le premier pas vers lui. C'est elle qui chasse et qui se retrouve... Il se prend une branlée. Oui. Grave. Donc du coup, son côté guerrier, il en prend pour son grade, et après il y a l'amant qui prend le dessus. Et ce côté amant, l'amant, c'est vraiment la connexion. Donc là, c'est la connexion amoureuse, mais c'est aussi ce qu'il a appris avec Timon et Pumba. Parce que du coup, la connexion à la nature, la connexion à lui, à ce carpe diem. C'est Hakuna Matata, c'est juste ça. Mais quand on est dans le côté sombre de ça, on tombe dans le nihilisme. Et ça, c'est le côté sombre de l'amant. Ça peut être la manipulation, dans le côté yang, et dans le côté yin, c'est le nihiliste qui juste profite de la vie, mais en termes péjoratifs. C'est que, oui, c'est cool, mais du coup, pas de responsabilité, pas de souci, quoi. Plus de sens. C'est intéressant, j'ai jamais vu ça comme ça, mais... cet hédonisme poussé à l'extrême deviendrait donc une forme de nihilisme en fait. Oui, complètement. Et ça, c'est vrai que c'est dans le milieu un peu dev perso spirituel, il y a le truc, tu sais, profite de la vie. Oui, mais n'oublie pas ta responsabilité. Et on peut basculer très vite d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas parce qu'on passe pas sa journée devant Netflix ou quoi que ce soit qu'on n'est pas dans ce nihilisme, et qu'on n'est pas dans le côté licorne arc-en-ciel, bisounours, tout est beau, tout est gentil. Non, c'est pas le cas de la réalité ordinaire. Et c'est pas en fermant les yeux là-dessus qu'on changera les choses. On peut pas les changer pour soi, mais encore moins pour ce qu'on reproche au monde dans lequel on vit. Donc c'est vraiment en allant regarder ces ombres-là. Et ces ombres, elles sont pas mauvaises en elles-mêmes. Il y a de très très bonnes raisons pour lesquelles on les a mises sous le tapis. C'est juste que on n'était pas capable de les gérer. Et le fait de les avoir mis sous le tapis, je pense qu'à un moment donné, ça nous a sauvé la vie, à tous.
Et c'est le système du trauma, en fait. Le trauma, que ce soit un trauma fort ou bien des petits traumas répétés, tu sais, le truc de genre, t'es nul, t'y arriveras jamais, enfin, des trucs, en tout cas que moi j'ai entendu. Et ben, ça nous oblige ça nous fait perdre des morceaux de notre âme, si on parle d'un point de vue spirituel et chamanique. Et donc, du coup, un des boulots du chaman, c'est d'aller récupérer ces parts-là pour recréer une forme d'unité de la personne. Et ces parts-là, elles sont symboliquement dans l'ombre. Elles sont dans notre inconscient, elles sont dans notre subconscient. Et si on les avait gardées dans le conscient, elles nous auraient empêché de continuer à avancer sur notre chemin. Donc il y a de très très bonnes raisons de les avoir planquées. Et il y a des choses qu'il faut juste pas les soulever non plus, parfois. En tout cas, pas à n'importe quel moment et pas avec n'importe qui. C'est pour ça que, tu vois, certaines personnes qui vont commencer à parler de shadow work et qui n'ont pas une base solide de qu'est-ce que c'est que la psychopathologie, qu'est-ce que c'est que le développement cognitif d'une personne, qu'est-ce que c'est que juste au moins des bases de thérapie et pas juste j'ai pris un programme digital à 100 balles et aïe, je connais tout de l'humain, quoi. Eh ben, ça donne à la hauteur de là où on s'est investi soi-même, quoi. Ouais, ça revient à ce que tu disais au début. Tu accompagnes dans les endroits que tu es allé visiter à l'intérieur de toi, ce plongeon à l'intérieur avant de faire le cadeau à l'extérieur, cette prise de conscience, recoller les morceaux pour reprendre ton image aussi, retrouver les morceaux. Ouais. Alors ça, je trouve ça fascinant parce que c'est aussi cette idée que il y a des trésors dans l'ombre. Ah mais bien sûr. Et en l'occurrence dans nos archétypes guerriers, souverains, rois, magiciens, amoureux, poète, tout ça, c'est en nous en fait. Et il nous revient d'aller nous connecter à ces archétypes primordiaux. Ouais, c'est un peu comme le diamant. Et là, je passe pas sur Aladdin avec le diamant d'innocence, mais limite. C'est qu'un diamant, comment c'est fabriqué ? C'est fabriqué sous la pression et dans l'ombre. Donc du coup, c'est le carbone qui est tellement mis sous pression qu'il devient diamant et qui devient la substance la plus naturelle, la plus solide sur Terre. Et ben, quand on creuse la gangue de l'ombre, et ben c'est sur ça qu'on tombe. Mais sauf qu'il faut casser cette gangue. Et ça, c'est le job en partie du travail de l'ombre. Que ce travail de l'ombre soit juste psychologique, juste chamanique, ou les deux. Et puis en intégrant évidemment l'émotionnel là-dedans. Par exemple, on a parlé de l'amant avec le nihilisme, mais on pourrait voir le guerrier. Le guerrier, il n'a pas besoin de se battre pour prouver quoi que ce soit. Et je trouve que il est nécessaire de savoir se battre pour ne pas avoir à se battre. Parce que, en gros, quand tu ne sais pas te battre, que ça soit dans ton positionnement ou même physiquement, eh ben, c'est l'ombre du guerrier qui va prendre le dessus. Parce que tu n'as pas la connaissance et la compétence de la gestion de ce guerrier-là. Alors que si tu sais le gérer, eh ben, tu n'as même pas besoin de te servir du combat, parce que c'est juste un positionnement intérieur et qui est ressenti par l'extérieur. Et c'est pour ça que moi, une des premières choses qui m'a énormément apporté dans ma vie, ce sont les arts martiaux. Moi, je suis pas du tout un guerrier. Je viens pas du tout du yang. Je viens vraiment du yin, du réflexif, du petit garçon qui peut regarder les abeilles ou les fourmis pendant des heures ou les étoiles pendant des heures, quoi. Et qui se fait à l'époque, qui est dans son imaginaire. Mais n'empêche que les arts martiaux m'ont amené ça, m'ont amené ce côté yang, et surtout qu'ils m'ont sauvé émotionnellement. Parce que à cette époque, quand j'étais ado, j'avais beaucoup d'angoisse, parce que overthinking, je surréfléchissais, et j'analysais tout ce qui se passait en me disant, alors attends, lui il est en train de dire ça, donc ça veut dire qu'il pense ça. C'était juste épuisant, quoi. On parlerait de charge mentale aujourd'hui. Et les arts martiaux, donc pour moi le judo, ça m'a permis j'appelais ça de voir tout blanc. C'est d'avoir du blanc dans la tête. Et
Et du coup, juste d'arrêter de réfléchir, parce que j'étais uniquement dans le physique. Et le Bushido, donc l'art du combat, mais intérieur, donc c'est ça que ça nous apprend aussi, c'est à aller au-delà de soi pour mieux se retrouver. Tu sais, c'est toujours le truc on parle toujours de sortir de sa zone de confort. Oui. Et c'est un truc qui est vachement intéressant. Mais si tu sors de ta zone de confort de manière trop brutale, t'es traumatisé. En gros, c'est ça un traumatisme. C'est sortir de sa zone de confort, mais de manière hyper brutale. Alors qu'il y a une zone tampon, entre la zone de confort et la zone d'inconfort, que moi j'appelle la zone de croissance. Ouais, moi j'appelle ça... je dis souvent vivre à la lisière de mes peurs. Ouais, pousser le bouchon un peu plus loin à chaque fois. C'est ça. Mais faut y aller. Oui. Mais faut pas aller trop loin non plus parce que ça peut être traumatisant. Et les arts martiaux, moi, m'ont appris ça. C'est de savoir où est-ce que je peux aller physiquement, émotionnellement. Et parfois, je l'ai dépassé. J'ai dû sortir du tatami super rapidement pour aller vomir dehors, quoi. Mais n'empêche que ça m'a appris ça. Pareil pour la compétition. Je suis pas quelqu'un de compétiteur. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris aussi. Parce que de faire face aux autres, ça m'apprenait sur moi, de savoir de ce qui me faisait peur chez l'autre, de comment je voyais les autres toujours supérieurs à moi, et de dépasser le truc pour juste être dans l'instant présent, en fait. Et que là, dans cet instant présent, on est à la fois dans l'hyper-soi et dans le non-soi. Enfin, je sais pas si c'est super clair, mais... Tu peux préciser ce que tu entends par ça ? C'est que on a une présence hyper accrue. Oui. C'est comme si on avait tous nos sens qui se découplaient, qui se décuplaient. On est vraiment là. Ouais. Et en même temps, on s'oublie un petit peu. Donc plus dans l'obsession de soi-même. Ouais, c'est ça. C'est que peut-être qu'on est plus dans le soi véritable et un peu moins dans l'ego. Et ça fait que tous nos sens, on n'a pas le choix. Il faut être présent, quoi. Et ça crée... un sujet qui, moi, m'importe énormément, c'est des états modifiés de conscience. Et quel est le principe de base du travail chamanique. Et cet état modifié de conscience, dans les arts martiaux, on le retrouve hyper souvent. C'est pas amené comme ça, mais par contre, avec le recul, en fait, c'est vraiment comme ça que je peux le percevoir aujourd'hui, quoi. Ouais, cet état qui commence justement par une présence. Il y a plein de moments, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu as dit plein de choses super intéressantes, je vais revenir un petit peu en arrière. Tu disais que ça avait été important pour toi d'apprendre à te défendre, d'apprendre à te battre, et ça me parle beaucoup, parce que ça a été le cas pour moi aussi. Je viens d'un truc comme toi où j'étais un garçon... à la sensibilité très développée, très introspectif, rêveur, plus du côté du poète, la connexion, peut-être un petit peu de magicien naturellement aussi, certaines compréhensions intuitives, mais le côté plus physique, présent, ici et maintenant, et cette capacité justement à me battre, à me défendre, ça a été quelque chose d'important. Alors j'ai toujours adoré la compétition et très rapidement j'ai fait du taekwondo, ensuite de la boxe, mais effectivement il y a un truc dans cet archétype du guerrier, je crois que c'est important pour les hommes de se le réapproprier de manière saine, comme tu le disais. Tu as présenté une de ces ombres qui serait... je vois plusieurs ombres pour le guerrier. Je vois celui qui refoule complètement ça. Oui. Et donc, soit qui est excessivement... couille molle. Voilà. Non, mais il faut le dire, c'est que c'est les ombres yin et les ombres yang. C'est ça. C'est la couille molle ou le sergent instructeur. C'est ça. Et entre les deux, tu as peut-être le manipulateur ou un truc du genre. Ouais. Le manipulateur, je le mettrais plus, moi, dans l'archétype du souverain. Voire dans l'archétype du magicien, parce que le magicien, comme il voit tout de là-haut, il voit les enjeux et tout ça, donc il a la connaissance psychologique aussi. Oui, complètement. Ouais, super intéressant. Et donc effectivement, ce côté, me réapproprier ma force, ma capacité à, comme tu le disais, en fait, c'est pas, ça n'implique pas d'avoir besoin de le faire, mais simplement de savoir, d'être conscient de ta puissance. Ouais, l'autre jour, j'ai vu. C'est qui ? C'était Keanu Reeves. Yes. Tu sais, on lui posait la question, mais est-ce que tu serais plus un amant ou un guerrier ? Et je me souviens. Et il a une réponse que je trouve géniale. Mais
quel amant ne se bat pas pour son amour? Ben voilà, c'est ça. En fait, tu ne peux pas être un amant si tu ne te bats pas. Ben oui, complètement. Et ouais, en fait, les archétypes, on pourrait le résumer presque à ça. En ajoutant le souverain et le magicien. Mais c'est pareil, quel guerrier on est si on n'a pas la cognition du magicien qui fait qu'il peut analyser les choses et analyser une scène de combat, par exemple. Mais quel guerrier on est si on n'est pas un souverain qui se bat pour une cause juste. Donc tout ça, là on parle sur le guerrier, mais on pourrait faire exactement la même chose avec tous les autres. D'ailleurs, souvent le souverain, on le met un petit peu au-dessus, parce que ça pourrait être c'est l'archétype des archétypes. Enfin, on pourrait tous les mettre dans celui-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'étudiais ça, j'avais rajouté Robert Bly, il parle de l'homme vert. Du sauvage dans Jean de Fer, oui. qui est justement l'homme sauvage, qui a un côté yin parce qu'il vient de la terre, mais qui dépasse un peu tout ça, et qui pourrait être le méta-archétype, en l'occurrence masculin parce qu'il parle de ça, qui est souverain sainement, qui est guerrier sainement, qui est amant sainement et qui est magicien sainement. Et ça, c'est super. De se dire que lui, dans l'histoire, je sais pas si tu te rappelles, mais quand le petit garçon, il vient le chercher, le trouver. Non, plus exactement, c'est le chasseur qui vient le trouver. Et ben, il est dans l'ombre, il est dans la boue, il est sous la terre, et on vient le mettre. Il a été comme mis au banc. Ouais. Complètement. Pour la petite histoire, alors absolument, ceux qui écoutent et regardent, lisez ce bouquin, il est exceptionnel. Je vais rappeler comment le conte commence. C'est dans un royaume, il y a un vagabond qui arrive dans un château et qui propose au roi ses services. Et donc en fait, c'est une sorte de mercenaire. Et le roi lui dit, écoute, dans la forêt, autour du château, il y a un étang, et toutes les personnes qui s'approchent de l'étang n'en reviennent pas. Alors ce fameux vagabond mercenaire va en direction de l'étang, il a un chien. Et quand il arrive près de l'étang, le chien veut boire dans l'étang, et il y a une main qui l'attrape et qui le fait se noyer. Alors le vagabond mercenaire perd son chien, il retourne voir le roi et lui dit, je pense qu'il y a quelque chose dans l'étang, donne-moi quelques troupes et on va aller vider cet étang. Et quelques seaux. Et là, il vide l'étang. Et qu'est-ce qu'il trouve? Une sorte d'homme préhistorique. Ouais. C'est Jean de Fer. Ouais, qui a les cheveux de rouille. C'est pour ça que c'est Jean de Fer. Et donc, mission accomplie, Jean de Fer est emprisonné dans le château. Et à ce moment-là, en fait, c'est le début de l'histoire. Parce qu'un petit peu plus tard, le roi a un fils, et Jean de Fer reste emprisonné dans le château. Un jour, le fils du roi joue avec sa balle, et la balle tombe dans la cage de Jean de Fer. C'est ça. Et là, tout est parti. Là, le symbolisme est fou. Là, ce qu'on appelle le voyage du héros commence vraiment. Parce que cette balle en or, c'est son innocence, mais c'est aussi son essence à lui. Il doit aller chercher la clé qui est sous l'oreiller de sa mère. Donc du coup, c'est aller travailler sur la relation à sa mère dans l'ombre pour pouvoir prendre la clé, libérer Jean de Fer et repartir avec lui, parce que sinon, si le reste du royaume sait que c'est le fils du roi qui a libéré le soi-disant monstre, et bah, du coup, il va être puni, tout ça, donc du coup, il part avec lui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire que quelque part, tu vois, cet enfant qui rencontre Jean de Fer, l'homme vert, comme tu l'as appelé, est-ce que c'est pas le début de l'adolescence, en fait? Parce que là, Jean de Fer lui dit, on va partir faire une aventure, tu vas pas voir tes parents pendant quelques temps. Ouais, mais c'est complètement ça. Sauf que on est dans une société où on a mis le rituel à la marge. Les seuls rituels qui nous restent, c'est le mariage. Et encore, il y a de moins en moins de personnes mariées. À la limite, les enterrements. Tu vois, ça serait peut-être le rituel qui continue à peu près à perdurer. Chamaniquement parlant, dans toutes les traditions, le rituel est hyper important. Le rituel tout au long de la vie, mais en fait tout au long des cycles. On pourrait dire que le chaman, c'est aussi le maître des rituels, et le maître des rituels dans les cycles. Il y a les cycles micro et les cycles macro. Dans les cycles humains
et les cycles de la nature. Donc il y a fêter le printemps, fêter l'automne, fêter l'hiver, j'en ai oublié un, fêter l'été. Et c'est pour ça que par exemple... Les fameux solstices. Ouais, oui, et les équinoxes, et aussi à mi-chemin des solstices et des équinoxes, on a d'autres fêtes qui sont symbolisées par les druides, comme fêtes sacrées celtes, et qui sont Imbolc, Beltane, Lughnasadh et Samhain. Samhain, en général, on le connaît parce que c'est genre l'ancêtre de Halloween. Mais il y en a 3 autres qui sont des fêtes un peu plus sacerdotales, donc beaucoup plus spirituelles, alors que les équinoxes et les solstices sont vraiment des fêtes, oui, spirituelles, mais aussi beaucoup sociales. Et ce qui est super intéressant quand on regarde ces cycles-là, c'est que finalement, ces entre-saisons sont le début véritable des saisons énergétiques. C'est-à-dire que, et ça, on en parle à un paysan ou à un praticien en médecine chinoise, il dit bah oui, évidemment. C'est que le printemps, ça commence pas le 21 mars, la montée de sève, elle commence début février. Imbolc, c'est entre le 2 et le 4 février. Et c'est vraiment là le début du printemps. Pourquoi l'été commencerait le jour le plus lumineux de l'année? C'est un peu bizarre. Alors qu'en fait, c'est juste le milieu. Donc tout est décalé d'une demi-saison. Bref, je disais que les rituels étaient hyper importants. Donc ça, c'est les rituels qu'on peut poser de manière collective tout au long de l'année. Mais il y a aussi les rituels qui sont les saisons, mais les saisons dans une vie. Oui. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Enfin, ça pourrait être les 4 grandes saisons. Et ça, d'être accompagné par des personnes qui sont en charge de ça est super importante. Et c'est là toute l'importance des mentors. Au-delà du côté thérapeute, coach, énergéticien ou quoi, mais le côté mentor de personnes qui sont passées par là, qui eux-mêmes ont été initiés, soit par des humains, soit par des esprits. Par les deux, c'est quand même plus intéressant, je trouve. Pour accompagner ceux qui sont en train de traverser ça. Ouais. Comme les Jedi avec leur Padawan. On passe du Roi Lion à Star Wars. Moi, ça me va bien. Des super références, moi aussi, j'adore. Effectivement, il y a dans l'histoire de Jean de Fer, c'est une initiation de l'enfant adolescent avec un homme adulte, Jean de Fer. Le symbolisme aussi est intéressant parce qu'il est mis au banc, il est dans les temps, donc il est dans l'ombre. Et en même temps, tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'il y a une difficulté dans l'histoire du prince, Jean de Fer est là pour lui donner la solution. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si c'est pour lui donner la solution ou pour l'accompagner à trouver la solution. C'est la subtilité peut-être petite, mais je pense qu'elle est hyper importante parce que un bon thérapeute ou un bon mentor, il donne pas de solution. Il accompagne à ce que trouver la ressource. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime assez le terme facilitateur. Tu sais, c'est un truc qu'on commence à entendre un peu plus en France, qui est très très utilisé aux États-Unis depuis des années. Mais je trouve que c'est bien parce que moi j'aime faciliter le travail pour les autres, mais je le fais pas à leur place, quoi. Tu sais, sinon, en fait, on n'intègre rien. Si on nous dit, bah voilà, là, il se passe ça pour toi. Et on le comprend avec le magicien. Oui, on comprend. Mais franchement, si comprendre suffisait à résoudre nos problèmes, franchement, je serais à m'être ascensionné, quoi. Non, mais on comprend. Moi, j'ai compris beaucoup de choses, mais c'est pas. Mais il y a tout un tas de choses que j'ai pas encore résolues. Et aujourd'hui, ça me met en joie que ça soit pas résolu, parce que il y a toujours du boulot. Ouais, toujours des choses à faire. Ouais. Des aventures, des chemins à explorer. Carrément. Bien sûr, pour moi, il y a quand même... c'est l'énergie du magicien qui parle quand tu dis ça aussi. C'est celui qui a la curiosité de connaître, explorer. D'ailleurs, le magicien, ton magicien qui nous a parlé des cycles tout à l'heure, des cycles dont certains sont oubliés, c'est un archétype aussi très intéressant, celui qui a la connaissance, celui qui a le savoir. C'est le guérisseur dans certaines cultures. On lui donne différents noms, chaman... l'homme qui est capable de communiquer avec les esprits, l'homme qui a la connaissance des plantes. Est-ce que dans la version moderne, ce serait pas aussi le scientifique? Est-ce qu'on pourrait pas dire ça? Oui, en fait, c'est l'explorateur. Ouais. C'est ou presque l'avant-gardiste.
et que ça soit de l'exploration scientifique ou de l'exploration de la psyché, eh ben, en fait, le magicien, c'est un psychonaute. C'est qu'il veut savoir, il veut comprendre. Mais il veut comprendre le monde intérieur et il veut comprendre le monde extérieur. Donc, une des ombres du magicien, c'est de devenir hyper rigide. Tu sais, c'est le scientifique dogmatique. Oui. Bah là, on est dans le magicien. Le scientisme. Mais complètement. Ouais. Mais c'est toxique. Parce qu'il n'y a pas d'association avec le ressenti. Et le ressenti, c'est l'amant. Donc c'est pour ça que l'association des archétypes est super intéressante. Si on allait sur d'autres ombres du magicien, on irait sur le manipulateur. Parce que comme il voit justement tous les enjeux qui se trament dans l'ombre, et ben, il voit comment il peut tirer dessus. Et là, ça devient encore une fois pathologique. Mais il n'y a pas de jugement. Pourquoi ? Parce que on a tous de super bonnes raisons, encore une fois, d'avoir ces traits de personnalité. Ça ne définit pas qui on est, ce sont des traits de personnalité. Et tu vois, aujourd'hui, on parle de pervers narcissiques et tout ça, et c'est super important d'en parler. Et c'est pas... Moi, j'excuse personne au niveau humain. Au niveau spirituel, c'est autre chose. C'est que je pense qu'on est venu faire de l'expérience de certaines choses dont on n'a pas forcément idée en tant qu'humain, et que du coup il y a quelque chose de juste dans ce qui se passe, mais par contre au niveau humain ce n'est pas juste. Demain il y a quelqu'un qui fait du mal à une de mes filles, même si je me rends compte qu'au niveau spirituel c'est ce qu'elles sont venues chercher dans leur histoire, c'est ce que moi je suis venu chercher dans mon histoire de père, ça c'est parfait, mais à ce moment-là c'est aussi ce que le putain d'enculé de mec qui a fait ça est venu chercher en me mettant en colère. Et tu vois, rien que de t'en parler, ça réveille quelque chose pas d'archétypal, en fait. Ouais, je crois que... C'est de différencier la justesse spirituelle et la justesse humaine. Exactement. Et on peut tout justifier là-dedans. Composer avec les deux, mais pour moi, tu touches aussi quelque chose de très important. Parce que pour moi, dans le masculin, dans les archétypes de ce masculin mature, il y a aussi le protecteur. Ouais. Alors, il pourrait avoir différentes facettes. Ça pourrait être un petit peu de guerrier, un petit peu de souverain, un petit peu de tout. Mais pour moi, il y a vraiment cette énergie primordiale que je constate chez beaucoup d'hommes, où on a besoin de se sentir utile et on a besoin de protéger les nôtres. À tel point où, quand on nous enlève ça... avec par exemple des femmes indépendantes à l'extrême, eh bien ça nous... on se sent perdu. Oui, c'est encore des injonctions. C'est que quand on fait reposer des choses sur les hommes, là du coup je parle pas de masculin, je parle vraiment des hommes, si on fait reposer des choses sur des hommes au niveau culturel, au niveau sociétal, et qu'après on leur enlève, eh ben forcément que ça fout la merde. Et en même temps, quand on fait reposer des choses sur les femmes, ça fait exactement la même chose. Mais ça fait qu'on est dans une période qui est hyper intéressante, où on a de plus en plus d'hommes qui vont travailler leur féminin, et on a de plus en plus de femmes qui vont travailler leur masculin. Mais dans ma perception des choses, et ce n'est que la mienne, il reste des différences entre les hommes et les femmes. Donc, qui sont assez essentielles. Les femmes ont du yang, les hommes ont du yin, mais rien que physiquement, on n'est pas les mêmes, quoi. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes organes génitaux, on n'a pas. Donc d'effacer tout ça, c'est nier la dualité dans laquelle on est venu s'incarner. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important pour moi, c'est que ces archétypes, ils s'incarnent dans la dualité, et nous aussi. Et à chaque fois qu'on arrive dans la dualité, eh ben, on a deux faces d'une pièce. On pourrait dire un côté sacré, un côté profane. Un côté yin, un côté yang. Un côté lumineux, un côté sombre. C'est aussi la dualité dont tu parlais quand tu disais quelqu'un touche à tes filles. Effectivement, ça peut avoir un sens au niveau de l'âme, au niveau du karma, etc. Ça n'enlèvera rien au fait que toi, dans ton expérience d'humain et dans ta vie de père... aimant,
il va y avoir des conséquences. Oui, et je sais pas, ces conséquences, elles seraient dans se battre physiquement, mais par contre, ça serait se battre pour rendre justice. Et sans doute que ça serait uniquement que cette personne soit jugée de manière équitable pour que il soit juste à sa place, qu'on lui apporte de l'aide, parce que pour faire quelque chose comme ça, il faut forcément avoir des traumas immenses. Ça peut pas être autrement. Mais par contre, quand même, qu'il y ait une justice. Ouais, une justice, et même... alors, je parlerai pas de réparation, mais juste que on voit les implications que ça a créées dans la vie de mes filles, de moi, de la famille, de la société. En fait, c'est justement, c'est faire sortir de l'ombre les choses. Et je pense qu'on est dans une société où on commence à faire sortir beaucoup de choses de l'ombre. Le hashtag MeToo et tout ça, c'est vraiment ça, tout ce qui se passe en ce moment dans le cinéma, c'est vraiment ça. Et c'est tellement essentiel de libérer cette parole. Ouais, comme s'il y avait une chape de plomb sur pas mal de choses, et et maintenant tout ça revient. Et c'est une période intéressante, effectivement, une période de transition où on se pose beaucoup de questions, il y a de la confusion, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de parler de ces archétypes de masculin mature. Le mot est très bien choisi, je te remercie d'avoir recadré ça comme ça, parce qu'on parle de quelque chose de sain, quelque chose qui ne serait pas refoulé, quelque chose qui serait incarné. Je trouve qu'on a déjà donné un bon aperçu de comment chaque archétype pourrait entrer dans une ombre. Donc l'ombre du souverain, c'est le tyran, Mufasa, Scar. Le magicien, tu as le chaman, le guérisseur, mais tu as aussi le manipulateur. D'ailleurs, on parle de magie blanche et de magie noire. Complètement. Ensuite, le guerrier, c'est assez facile de comprendre comment le guerrier peut être destructeur quand il n'a pas de souverain. Tu parlais de l'interface entre les différents archétypes. Fascinant. Et le poète, alors, c'était l'hédonisme, c'était le nihilisme. C'est ça. Et ça, c'est sa version yin, qui irait dans son ombre yin. Dans sa version d'ombre yang, ça serait... l'addict au sexe, pardon. C'est peut-être d'ailleurs un lapsus intéressant. C'est celui qui va chercher, l'addict. Tout court. En fait, l'addict tout court. C'est ça. Parce que c'est l'archétype de l'amant qui est addict à la connexion, que ce soit à l'extérieur, par exemple avec le sexe, ou à certaines drogues, qui lui fait se connecter à autre chose que lui. D'ailleurs, il y a des liens qui sont faits entre hypersensibilité et capacité à être, probabilité d'être plus facilement addict. Il y a un lien qui est fait, et pour moi, c'est vraiment ce que tu dis, c'est l'interface du poète, en fait, quand elle se polarise en négatif, il y a effectivement un grand risque d'addiction. Oui, c'est ça, c'est que, en fait, sur les hypersensibles, voire ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel ou émotionnel, il y a un trait de personnalité qui est la facilité à tomber addict. Pourquoi ? Parce qu'on recherche l'expérience et on recherche l'intensité des choses. Je dis on parce que j'en fais partie. Donc c'est quelque chose que j'ai bien exploré à la fois perso, mais aussi justement au niveau intellectuel, formation et tout ça. Et comme on recherche l'expérience et l'intensité, il y a cette facilité à aller trouver cette intensité à l'extérieur, donc dans les addictions. Encore une fois, que ce soit le sexe, la cocaïne, le saut en parachute, les sports extrêmes, tout ça, ce sont juste des formes d'addiction différentes. Tout à fait. Ça nous fait nous sentir vivants. Je me mets dedans aussi. Aussi parfois une manière de fuir justement certaines émotions qui sont très puissantes. C'est un côté cathartique. C'est ça. C'est que pour ne pas avoir à ressentir l'émotion dans le quotidien, on va avoir des expériences intenses dans l'extraordinaire pour purger le système. Exactement. Mais ce qui est fascinant avec cette polarité ombre-lumière, c'est de dire qu'en fait
ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de cassé ou quelque chose qui va... Tu vois, c'est vraiment ce truc de dire, en fait, cette hypersensibilité, par exemple, cet archétype du poète, c'est celui qui est connecté. Oui. C'est celui qui a parfois la compréhension intuitive des choses. C'est celui qui ressent, et ce qui lui coûte parfois, mais ce qui est aussi un cadeau. Quelque chose qui peut transformer, quelque chose dont il peut faire cadeau au monde. Oui, bien sûr. Et quand on pense à l'humain du futur, dans tous les bouquins quasiment de science-fiction ou les films et tout ça, on voit des personnes pas forcément hyper connectées de manière scientifique, mais qui sont genre tout simplement télépathes. Pour être télépathe, il faut être quoi? Il faut être super empathe. Il faut être hyper connecté à l'autre. Donc c'est le développement jusqu'à son paroxysme et de manière mature de l'amant, mais avec suffisamment de magiciens qui donnent le cadre intellectuel pour ne pas se laisser embarquer par cette connexion. Tout à fait. Et le guerrier qui pose les limites. Parce qu'une connexion sans limite, moi quand j'étais gamin, je ressentais absolument tout ce que les gens autour de moi ressentaient, et je les prenais pour moi. Donc du coup, je vivais tout de manière hyper intense, et je croyais que ça venait de moi. Et parce que je savais pas mettre des limites. Mon guerrier était vraiment dans les chaussettes. Et alors que le guerrier, il peut aider l'amant dans ce côté-là. Ouais. Et souvent, le guerrier et l'amant, on a tendance à les opposer complètement. On peut pas être connecté, amoureux et en même temps guerrier. Si, en fait, c'est juste qu'ils s'équilibrent l'un et l'autre. Et comme on a tendance aussi à opposer le guerrier et l'amant et le magicien pour le côté, comme tu disais, intuitif, et le côté intellectuel, qui font partie de ces deux archétypes-là. Et en fait, c'est le croisement entre les deux qui fait de nous justement des humains matures, qui sont pas juste dans la raison et qui sont pas juste dans l'émotion. C'est ça moi, je trouve ce qui est formidable en tant qu'humain, c'est qu'il y a tout ce panel-là, quoi. Tout à fait, il y a des ponts à faire entre chaque... Et j'aime beaucoup le film Braveheart, c'est un de mes films préférés, et dedans, il parle d'être un guerrier poète. J'ai trouvé ça magnifique. Et pour revenir à ce que tu avais posé au début, je pense que naturellement, je viens de ce truc, de cet archétype plutôt poète, magicien, très facile pour moi. Mais effectivement, le guerrier pose un cadre. Le guerrier, c'est aussi celui qui est capable de prendre des décisions, celui qui est capable de décider, couper. De trancher. C'est ça. Donc, et le souverain qui chapeaute le tout. Oui, le souverain... c'est celui qui a un pourquoi. Tu sais, c'est pourquoi on fait les choses. Et donc, du coup, c'est ce côté en fait, c'est le souverain qui prend les décisions. Le guerrier, il exécute la décision. Ce qui est un petit peu différent. Encore une fois, c'est vraiment subtil, tout ça. Le souverain, il prend la décision parce qu'il a une direction. Il sait où il veut aller pour son royaume. Et il donne cette direction-là. Mais il a aussi la responsabilité que s'il fait de la merde, on lui coupe la tête. Ça peut être aussi bassement basique que ça, quoi. Ce qui était appliqué dans beaucoup de cultures, à beaucoup d'époques. Mais complètement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec nos politiques. Non, ce qui n'est plus le cas. Mais, alors, si on parle sur ce thème-là, on peut aller profondément dans les ombres. Ce serait intéressant, en tout cas, ça c'est une des questions que je voulais te poser, excuse-moi de t'interrompre, sur ta perspective sur l'ombre collective associée à tout ça. Jung, lui, contrairement à Freud, il expliquait qu'il y avait un inconscient collectif. Mais parce que justement, il a beaucoup étudié le taoïsme et les spiritualités ancestrales. Et donc du coup, l'inconscient collectif, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les égrégores. Donc c'est une croyance collective tellement forte qu'elle va influer même les personnes qui n'y croient pas. C'est quand même quelque chose de costaud, quoi. Je crois que c'était hors micro qu'on disait ça tout à l'heure, et qu'il y a
deux grandes choses par rapport aux hommes et aux femmes qui sont différents. C'est tu enfanteras dans la douleur ma fille. Genre, un accouchement, ça doit forcément faire mal. Bah, aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. J'ai des personnes qui accompagnent des accouchements où il peut y avoir de l'orgasme même, dans le fait de donner la vie. Et chez l'homme, ça serait quelque chose du genre tu souffriras en silence mon fils. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'amener des hommes à travailler sur eux et à exprimer leur authenticité, leur vulnérabilité, parce qu'il y a cet égrégore, cet inconscient collectif qui fait genre non, faut juste pas que t'en parles, faut que t'avances et que et on verra ce qui se passe après. Donc l'inconscient collectif, il a énormément de jeu là-dessus. Et il est différent chez les hommes que chez les femmes. Carrément. Et justement, je me demande si avec les hommes, passer par le corps, parfois, c'est pas plus simple. C'est pour ça que, en fait, quand beaucoup d'hommes qui ont du mal à parler vont se défouler au sport. J'ai participé l'été dernier à un atelier. Alors, je me suis fait embarquer dans un truc en Lituanie. C'était pas du tout prévu. Je vais finir par faire un atelier où il y a du mouvement. Et en fait, un groupe de mecs d'un côté, un groupe de nanas de l'autre, et le facilitateur demande aux hommes d'incarner des guerriers vikings. Il a juste dit ça, vous êtes des guerriers vikings. Et c'était très intéressant de voir ce qui se passait, parce que naturellement, en fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de colère en nous qui était qu'on n'avait pas le droit d'exprimer. Et à ce moment-là, il nous a donné la permission de l'exprimer en nous disant vous êtes des guerriers vikings. Et après, c'était vous êtes des gorilles, vous êtes toutes sortes de choses. Mais tu vois, juste en passant par du mouvement, t'as des mecs qui ont fini par arracher leur t-shirt, grogner, tout ça. Ça leur a fait du bien. Et les nanas de l'autre côté, elles ont adoré en plus. Elles étaient en transe. Mais bien et sûr. On a le droit, merci de ce truc-là. Et ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue récemment. Je voulais t'en parler, tiens. Archétypal pour moi. Je vais souvent faire mon sport à un endroit où il y a des barres de traction et donc ce jour-là, j'y vais en après-midi et je vois deux garçons jouer ensemble. Ils sont un peu en train de se chamailler, tu vois. Limite en train de faire la bagarre. Mais c'est pas méchant. C'est plus... en fait, ils s'amusent en faisant la bagarre. Et donc là, je me dis, ok, je les surveille quand même, de voir si c'est pas violent ou malveillant. Rien de tout ça. Genre garçon, quel âge ? 6 ans, 7 ans. Ah oui, d'accord, donc vraiment garçon. Ouais, vraiment des enfants, des gamins, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, intéressant, je pourrais en fait censurer le truc en leur disant ne faites pas ça, mais à ce moment-là, ce qui était juste pour moi, c'était de dire je vais les surveiller. Et en même temps, ça m'avait l'air d'être assez naturel ce qui se passait. Je dis pas que c'est naturel pour tous les garçons, etc. Non, mais il y avait un truc où c'était, ils ont envie de jouer à ça. Ouais, de s'affronter. C'est ça, exactement. Et on a besoin de ça. Et encore plus quand c'est dans un cadre initiatique et ritualisé. Et du coup, c'est peut-être en partie pour ça qu'il y a des débordements autant que ça dans notre société par des jeunes hommes. C'est parce que justement, ils ne sont pas accompagnés là-dedans. Alors que ça fait partie du développement de chacun, de devoir avoir de la résistance en face. C'est l'adolescence. S'il n'y a pas de résistance, moi j'ai une théorie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes où on évolue avec, et il y a des personnes avec lesquelles on évolue contre. Et les personnes avec lesquelles on évolue contre sont tout aussi importantes que les personnes avec lesquels on évolue avec. Tu vois, moi, mes 2 parents, j'ai évolué avec eux. Ils étaient dans la compréhension et tout ça. Ils ont leurs ombres et tout ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sur la plupart de mon enfance, je me suis senti, en tout cas, accompagné à leur niveau. Après, je me suis rendu compte, en travaillant sur moi, qu'il y avait plein de zones d'ombre et que bref, on en a tous. Oui. Et je leur en veux pas pour ça, c'est parfait. Parce que en tant que parent, on fait juste du mieux qu'on peut. C'est ça. Mais par contre, mes beaux-parents, je me suis construit contre eux. Et il y avait cette friction-là. Et de se construire contre quelque chose, d'avoir de la résistance, ça pose des limites. Et de poser ces limites, ça fait sentir qui on est. Alors que si on est trop dans le maternage de manière globale, et du coup, on ne sent pas la limite, que ça soit corporel. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de poids. On était sur tes beaux-parents.
Ouais, où je me construisais contre eux. C'est ça. Et donc, du coup, en résistance. Et tu vois, il y a des moments dans ma vie où ce qu'ils m'ont renvoyé ont été hyper importants. Je pense à mon beau-père, qui est quelqu'un que j'aime profondément, qui est quelqu'un de très presque archétypal, primaire dans le sens, c'est pas péjoratif, mais qui a du mal à exprimer ses émotions, mais qui est direct, qui est un peu sans filtre. Et du coup, à l'adolescence, ça a un peu frictionné. Et en même temps, c'est lui qui m'a amené au judo, moi et mon frère. Donc du coup, ça nous a beaucoup, beaucoup apporté. Et il y a presque... il y a 15 ans, je suis sorti d'une relation avec une femme et ça a été super difficile. On avait été quasiment 10 ans ensemble. C'est le premier grand amour. On s'était mis ensemble au lycée. Et elle s'est barrée avec mon meilleur pote après 9 ans et demi. Ma mère a réagi comme une mère. Mon fils vient à la maison à me choyer. Mon père, un peu de la même manière. Et mon beau-père, on allait discuter dans le sous-sol. Et il m'a regardé et dit « J'ai envie de le tuer ». Et je savais que c'était vrai. Et j'avais tellement besoin de ça. J'avais besoin qu'on reconnaisse ma souffrance, non pas juste dans l'amant, dans le fait d'être connecté, mais aussi dans la souffrance du guerrier. Et le fait qu'il me dise ça a complètement changé notre relation. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que je m'étais construit contre lui, mais du coup, grâce à lui quand même. Et ça, c'était génial. Et il y a un côté très initiatique là-dedans. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que je pense profondément qu'il manque des périodes initiatiques dans notre vie de tous les jours, et dans notre vie d'homme particulièrement. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect pour des mouvements comme le Mindkind Project ou les Sacred Sons, qui créent ces moments initiatiques entre hommes. C'est des grosses associations internationales qui travaillent justement sur les archétypes en partie, et où moi j'ai eu besoin d'aller travailler avec le MKP particulièrement à un moment, pour travailler mon rapport aux autres hommes. C'est que, en gros, dans mon évolution personnelle, quand je suis allé faire une fin de semaine du MKP, j'avais déjà fait, on pourrait dire, le gros du boulot sur le masculin, au niveau individuel, en thérapie, et enfin, plein de choses. Mais par contre, j'avais besoin de sentir le soutien du groupe homme. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais au niveau de l'inconscient collectif ou tout ça. Et c'était vraiment ça que j'avais besoin d'aller nourrir. Donc, dans ce stage-là, honnêtement, j'ai pas appris grand-chose sur moi. J'ai pas transformé énormément de choses, mais parce que j'avais déjà fait le job et que c'est mon job de faire le job. C'est le truc de moi en tant que praticien chamanique, c'est les esprits qui travaillent à travers moi, mais par contre, en tant que praticien, moi, je dois me récupérer le canal pour que ça passe bien, quoi. Bon, l'image est peut-être pas... mais c'est ça faire le job pour moi. Yes. Mais par contre, ce petit truc de rapport au groupe homme, là, c'est là-dedans que je l'ai guéri. De me sentir soutenu par le groupe homme et de le ritualiser. Et ouais, chapeau pour ces deux grosses structures-là de faire ce job, parce que ça prend de l'énergie énorme. Tu vois, nous, avec Sandra, dans les stages de chamanescence, on a entre 10 et 20 personnes dans les stages. Les moments où j'ai organisé des stages réservés aux hommes, pour en avoir 6 ou 7, j'ai sorti les rames, quoi. Donc c'était génial, épuisant. Je suis sorti de là, mais sur les rotules. Le premier que j'avais organisé, je l'avais fait tout seul. Je suis sorti de là vraiment sur les rotules, c'était génial, j'étais content parce que j'avais contribué à quelque chose auquel je croyais profondément. Le deuxième, je l'avais fait avec Seb, quand on a créé Homme en Puissance, et c'était absolument génial aussi
pour d'autres raisons. Je suis sorti moins fatigué, mais par contre, quand on veut changer les choses, on veut aussi toucher du monde. Non pas pour le business, même si ça compte, hein, de pouvoir faire ce qu'on veut, il faut pouvoir être payé pour. Mais c'est que le fait de ramer vraiment pour pouvoir mettre des hommes au travail. Et finalement, comme je te disais tout à l'heure, je crois, c'est que le week-end dernier avec Sandra, on était sur un de nos stages de dev perso et spirituel, où on travaille avec le chamanisme, avec le shadow work, avec la respiration consciente, qu'aujourd'hui qui est aussi à la mode, Breathwork, elle, ça fait 12 ans qu'elle est formée à ça dans le rebirth et tout ça, et avec toutes ces techniques de thérapie psychocorporelle. Et finalement, on avait un tiers d'hommes. Donc on avait autant d'hommes que moi j'avais quand on était à 2 tout seul. Donc finalement, le job, il se fait. Et c'est hyper intéressant aussi de voir des hommes au travail dans un groupe où il y a des femmes. Et que ces femmes, elles puissent voir que ces hommes existent. Que ça soit leur mec ou pas, peu importe. Mais que ces hommes-là, ils existent et qui font le job, justement. Ouais, c'est intéressant. Je t'en parlais en off tout à l'heure. Quand j'ai commencé le podcast, j'ai invité pas mal de mes potes et on parlait de tout et de rien. Très souvent des femmes d'ailleurs. Et on avait beaucoup de retours justement de femmes qui disaient mais ça fait du bien d'entendre des mecs parler. Mais pas de manière superficielle en mode des mecs en train de plaisanter sur le canapé. Non, de parler à cœur ouvert. Ouais. Donc c'est très important et effectivement, et c'est cool de se dire que il y a des mecs qui commencent à faire le taf. Moi, quand je regarde dans mon expérience, et peut-être que c'est un petit peu similaire dans la tienne, moi j'ai fait le taf parce que j'avais pas d'autre choix en fait. Mais oui. Ça m'a été imposé. Mais oui. C'est-à-dire que j'étais en telle souffrance et en tel questionnement et sur moi, mon identité, et même mon identité, dans ce monde et même en tant qu'homme, tu parlais d'appartenir, d'être reconnu par les autres hommes. Ça a été un truc, parce que je viens d'un truc où je suis ce garçon très sensible, etc. Donc c'était difficile pour moi. Ouais. Heureusement, assez rapidement, je m'en suis sorti par le sport, où j'avais des bonnes capacités athlétiques, en tout cas dans certains sports. Ça m'a beaucoup aidé. Ça aurait été très difficile pour moi sinon. En tout cas, là où j'ai grandi, avec l'adolescence qu'on a eue, où on se challengeait physiquement, où ça se battait, ça se poussait, c'était, voilà, moi je viens d'un truc où ça a été difficile, j'ai fait des arts martiaux assez tôt, et tout ça m'a vraiment aidé. Mais la reconnaissance des hommes, des autres hommes, bien sûr, le rapport aux autres hommes, tout ça fait partie de ce travail et on n'en parle pas parce que c'est tellement sensible. Ouais, et d'ailleurs, l'image qu'on véhicule des hommes qui parlent des femmes de manière crue, machin, tout ça, enfin, moi je les connais pas ceux-là. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas où ils sont. Et d'ailleurs, dans mon expérience avec des potes femmes, je sais qu'elle parle de sexe, par exemple, beaucoup plus facilement et beaucoup plus crûment que j'ai jamais parlé avec des hommes, hormis dans ces moments cadrés parce que c'est initiatique et ritualisé. Les femmes entre elles, elles ont cette liberté-là. Elles ont beaucoup plus de liberté d'exprimer les choses, alors que théoriquement, l'expression, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, donc c'est quelque chose de masculin. Et ben, elles ont beaucoup d'avance sur nous là-dessus. Ouais, à ce niveau-là, je pense que c'est beaucoup. Je te rejoins entièrement. C'est mon expérience aussi que les femmes entre elles parlent beaucoup plus de ça et dans beaucoup plus de détails. Nous, les hommes, je crois que ça se résume à si j'ai couché avec elle, je vais m'en vanter. Mais en réalité, on donne pas de détails, mais on sait pas ce qui s'est passé. T'es atterri dans le lit de cette femme, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé après ? Ça, on n'en parle pas. Ce dont les hommes ont beaucoup de mal à parler, c'est de parler au jeu, de ce qui s'est passé pour eux. Oui. Tu sais, ils sont dans le faire. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Accomplir, conquérir. Ouais, c'est ça. Et pas dans le jeu, qu'est-ce que j'ai ressenti et comment l'exprimer. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ça parce que venant comme tu as compris, de l'amant, de l'hyperconnexion, et moi j'étais dans ce truc. Donc quand je commençais à parler à d'autres personnes de ma vulnérabilité et sans tabou, et on me regardait trop bizarrement, quoi. Mais il y a un moment donné,
ça fait partie justement de mon job. C'est de donner l'exemple là-dessus. Yes. Et c'est OK. Je vois, j'ai une pote qui dirait bah ouais, mais ça c'est parce que en astro t'as ton ascendant en Scorpion, quoi. Mais oui, peut-être. Mais n'empêche que c'était comme ça, que j'ai ce besoin à la fois d'intensité et de profondeur dans la relation. Sinon c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que ça me nourrit pas, en fait. Ouais, et en même temps, ce tempérament qui a été équilibré par le développement des autres archétypes, le guerrier, le souverain, qui sont venus mettre autour de tout ça un cadre. Parce que très souvent, justement, quand on a ce profil de l'amant, du poète, de l'hypersensible, ce qui manque, c'est... comme tu le disais très bien tout à l'heure, en fait, l'ombre peut aller vers le yin très facilement. Et il manque ce côté yang. Et même les femmes peuvent être frustrées de ça. De dire, mais elles sont où tes couilles, en fait? Mais oui. C'est quand que tu me dis non, c'est quand que tu me montres que t'es fort, c'est quand tu décides d'un truc. Il y a ce truc-là aussi. Ouais. Et ça, on peut le voir dans la relation, mais aussi dans le business. C'est que un homme qui a un souverain puissant, en gros, c'est un entrepreneur né, quoi. Waouh, moi j'ai dû sortir les rames, pareil. Mais c'est parce que je suis allé faire tout ce job de l'ombre que, du coup, je peux assumer que j'ai un business à faire tourner et que ce business, il est dans la contribution. Et que ma sensibilité, mon intellect, ma manière de trancher est au service de la personne que j'accompagne, mais qu'il faut que le business tourne aussi. Parce que sinon, juste j'arrête de faire ce que je fais, et donc du coup, je peux plus contribuer en tant que souverain. Et c'est parce que aussi, c'est ce que tu veux faire. Ouais. Et c'est très important ce que tu dis, parce que... là, on n'est plus dans un souverain ou un guerrier abstrait. On n'est plus dans la cour du roi au Moyen-Âge, on n'est plus dans nos contes. On est dans comment est-ce que tu incarnes cet archétype dans ta vie aujourd'hui, en 2024, le moment où on enregistre en tout cas ce premier podcast. J'espère qu'il y en aura d'autres. Avec plaisir. Donc c'est très important de montrer qu'en fait, ces énergies primordiales s'expriment dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui. Elles sont vivantes, en fait. Et c'est là où toutes les neurosciences, par exemple, sont hyper intéressantes à aller étudier. C'est que on dit que entre 90 et 95% de notre psyché est situé dans l'inconscient et dans le subconscient. Wow. Ça veut dire que nos décisions, d'où elles viennent. Non mais sérieux. Est-ce qu'on est vraiment libre? Quand on est inconscient. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des choix? Qu'est-ce qui fait que notre souverain prend une décision? Et en fait, 90%, c'est notre subconscient. Donc, c'est tout ce qu'on a mis sous le tapis. Donc, plus on ira regarder ce qu'il y a là-dedans, plus nos choix ils seront éclairés. Et ça, c'est un boulot à part entière. Et c'est un boulot très difficile. Oui, et franchement, respect pour tous ceux qui le font. D'une manière ou d'une autre. Il y a 40 000 manières de le faire. Mais par contre, le truc, c'est de le faire, quoi. Et c'est de passer à l'action. C'est pas juste de se dire, oui, je sais que ça existe. Non, c'est ce qui transforme, c'est le passage à l'action. Et ça, c'est quelque chose, justement, c'est une énergie masculine que les femmes ont autant que les hommes, mais c'est une énergie qui est vraiment masculine. Et pour moi, c'est super important de le reconnaître. Ouais. Moi, je croyais pendant longtemps que juste de comprendre et de résoudre les choses dans le subtil, ça suffirait. Et à un certain niveau, oui. Mais de poser des limites, de dire les choses et de poser des actes qui vont vers ce qu'on a compris, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a transmuté, c'est ça qui fait toute la différence. Et je me suis rendu compte il y a quelques mois que c'était ça, peut-être la différence entre la thérapie et le coaching. Tu vois, la thérapie va être très axée sur le passé, sur l'origine de notre problématique, sur la comprendre. Le coaching, pas du tout, mais par contre, c'est genre comment tu traces la route, comment tu poses des actions, comment tu avances, mais ça regarde pas du tout ça. Et le chamanisme, c'est le méta. C'est ce qui englobe tout ça. Pour moi, le chamanisme, c'est le système,
même l'écosystème le plus large que je connaisse. Donc du coup, on peut travailler chamaniquement aussi bien sur le corps que sur les émotions, que sur la cognition, que sur le spirituel. Et donc du coup, c'est pour ça que notre méthode avec Sandra, elle se veut à la croisée de tout ça, au-delà du côté technique de toutes nos formations. Mais c'est comment on peut regarder d'où on vient, l'origine de nos traumas, pour les transformer, pour les révéler. Parce que si on révèle pas ça, du coup, on peut pas le transmuter, et après se projeter et reprogrammer la suite avec du passage à l'action. Et là, on est dans un truc qui, moi, me botte à fond, parce que on est dans quelque chose de à la fois concret et complet. Et ça, c'est super important dans mon système de proposer quelque chose de concret et de complet. Parce que souvent, dans le milieu chamanique, ça va être plus ou moins perché. Et, alors que le chamanisme, si on regarde vraiment les fondamentaux, c'est de la spiritualité au service de l'incarnation. Un chaman, traditionnellement, il fait pas son job, on le vire, tout simplement. C'est pas juste, ah oui, tiens, je t'ai dénoué des machins trucs, et puis tu verras peut-être dans 50 ans, t'iras mieux. Non. Oui, enfin, ça peut prendre du temps, je dis pas le contraire, mais par contre, il faut quand même qu'il y ait de l'amélioration à un certain niveau. Bien sûr. Parce que sinon, c'est juste qu'on se fait croire qu'on fait le job, alors qu'en fait on le fait pas du tout. Et c'est pareil avec les archétypes. Et plus on les creuse, plus on va dans la dentelle. C'est qu'au début, sur notre chemin, si on voit ça comme une quête, il y a des gros cailloux. Oui. Et ces gros cailloux, ils sont tellement évidents, ils sont tellement énormes, justement, ils sont tellement énormes qu'ils sont évidents. Ils sont super difficiles à faire bouger, parce qu'ils sont énormes. Une fois que ceux-là ont été virés, le chemin, c'est pas qu'il a plus d'embûches, c'est que les épreuves, on les prend différemment. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile d'enlever le petit caillou que tu as dans la godasse, parce qu'il bouge, parce que tu sais pas où il est, parce que tu te dis « Ouais, mais ça, c'est bon, je peux continuer à avancer avec ça. » Et quand tu disais tout à l'heure que tu avais dû aller regarder les choses, c'était presque pas un choix, c'est que tu avais été face à ça. Mais c'est vraiment ça. C'est, en gros, quand ça tape trop fort, il y a plus de bénéfices à sortir du système qu'à y rester. Tout à fait. Et les bénéfices à rester dans un système, ils sont énormes quand on connaît ce système. Le confort d'un système inconfortable est plus important que l'inconfort d'un système sain. Non, mais là, je sais pas comment relationner avec des gens qui m'apportent de l'amour. J'ai jamais eu ça. Donc ça fait mal. En fait, à chaque fois qu'on m'apporte de l'amour, ça me montre à quel point j'en ai manqué. Ça fait super mal. Donc du coup, de sortir de ce système-là, ça prend du courage, énormément. Et merci de parler de ça et de... Tu en parlais tout à l'heure quand tu parlais de l'ombre, en disant que on ne les choisit pas nécessairement, nos ombres. C'est le résultat d'un vécu, c'est le résultat d'un conditionnement, c'est le résultat de traumatisme. On compose avec, et on a le choix ensuite d'aller explorer ça, comprendre, transmuter, c'est aussi un autre mot que tu as utilisé. Je voulais revenir un petit peu sur deux choses. D'abord, l'initiation. Le manque d'initiation dans notre société. C'est pour ça que le travail que tu fais, le travail que vous faites avec Sandra, avec Seb, me paraît très important. Accompagner des gens. Cette idée de dire, en fait, on peut tous avoir besoin d'aide à certains moments, et il y a des gens qui ont déjà fait le taf à certains endroits et qui peuvent nous accompagner. Et collectivement, en rapport en tout cas avec le travail du masculin, le fait qu'il y a un déficit d'initiation. Si on revient sur l'histoire de Jean de Fer, c'est ça, c'est une initiation. Complètement. C'est un homme adulte qui initie un enfant ado à la vie, en fait, à travers cette aventure. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait cette déconnexion. Même ces archétypes, par exemple, ne sont pas enseignés, même symboliquement. Et il y a une déconnexion, même, je dirais jusqu'à dire, et c'est Iron John, qui est vraiment, Jean de Fer, qui est vraiment là-dedans aussi, entre les pères et les fils. Mais c'est ça, c'est qu'on est dans une époque où il y a de moins en moins de pères présents. Et c'est triste à dire, mais je crois qu'il y a eu des études
au niveau psycho qui ont été faites, c'est qu'il vaut mieux avoir un père présent, mais pas de bonne qualité, plutôt qu'un père juste absent. Alors que moi, je me suis toujours dit, non, mais vaut mieux pas quelque chose que quelque chose de mauvais. Ouais. Ben, en fait, la figure paternelle, que cette figure d'ailleurs paternelle soit un homme ou une femme, c'est la figure paternelle qui est importante. Et ben, si elle n'est pas là, et ben, ça crée des manquements et des vides. Et ça, c'est pas que c'est irremplaçable, parce on peut aller le travailler. La preuve, il y en a qui le font, et c'est là où je pense, toi comme moi, dans les arts martiaux, on a trouvé ça. C'est que on a trouvé des mentors qui nous ont appris des choses, même si, enfin en tout cas pour moi, c'était pas du tout le cas au niveau émotionnel et tout ça. Mais par contre, au niveau physique et à un certain niveau aussi intellectuel, de comprendre l'art du combat, et ben ça m'a énormément apporté. Et ritualiser les choses, de genre, voilà, là t'as ta nouvelle ceinture, devant tout le monde, on reconnaît, tu es reconnu devant tes pairs que tu as cette ceinture-là. Ok, aujourd'hui c'est ton anniversaire, tu vas faire ce qu'on appelle être tâté. Je sais pas si vous voyez ça dans le taekwondo, mais c'est genre, tu sais, on te met au centre du tatami, et le jour de ton anniversaire, il y a un enchaînement de toutes les personnes qui viennent faire un randori, donc un pseudo-combat avec toi. Donc tu sors de là complètement... Tu m'étonnes. Moi, ce que j'ai fait à la boxe, c'est un round avec chaque personne présente le jour de ton anniversaire. C'est ça, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Et tu sors de là complètement éreinté. Tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que tu apprends? Et c'est une manière d'honorer. Oui. En fait. Oui. C'est d'honorer qui tu es, d'honorer ta croissance et juste ta présence, quoi. Et ça, c'est top. C'est très important. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une manière d'honorer, mais qui passe par le challenge. Donc, plutôt dans une énergie yang ici, clairement. de dire tu vas transpirer et tu vas un petit peu souffrir, mais à la fin, de l'autre côté, tu te sentiras fier de toi et tu te sentiras fort. Ouais. Et le mot clé, encore une fois, dont tu as parlé, c'est ritualiser. Si je reprends l'histoire des deux petits garçons que j'ai vus se chamailler un petit peu, se challenger, c'est important, je pense, justement, pour les garçons, adolescents, ensuite adultes, de pouvoir avoir ces moments ritualisés, ces moments... ça peut être le judo, par exemple, t'as le tatami. Oui, ça peut être la boxe, t'as un ring de boxe, il y a des règles. Tu rentres dans un espace sacré. C'est ça. En fait, où tu peux explorer cette énergie. Oui. Mais parce qu'il y a des règles. Oui. C'est ça qui fait toute la différence. C'est le cadre. Tu vois, moi j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Toute notre enfance et le début de notre adolescence, on s'est foutu sur la gueule en permanence. Pareil avec mon frère. Mais vraiment, genre, tu sais, on était tous les deux des gentils, mais par contre, l'un avec l'autre, on pouvait pas se séparer, mais genre, tu sais, les rouler boulets dans les escaliers, quoi. Pareil pour moi. Et quand on a commencé le judo ensemble, et ben ça a cessé. Et alors on combattait pas forcément ensemble, mais par contre, on avançait en parallèle, et on pouvait aussi s'affronter de manière justement ritualisée avec un cadre sur le tatami, et ça fait que ça nous challengeait, parce qu'en plus moi comme il avait 2 ans de moins que moi, tu sais, il y avait tout un truc de genre ouais mais il est plus fort que moi, machin, enfin, et c'était hyper intéressant, et finalement on a passé notre ceinture noire ensemble, enfin tu vois, on est vraiment allé jusqu'au bout. Après je suis rentré en fac de sport. Oui, je t'ai pas dit ça. Non. Avant de faire mes études de médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait 4 ans de fac de sport en spécialité combat. Super. Et lui, pareil. Ouais. Et moi, j'ai bifurqué justement après avec l'accompagnement et la thérapie grâce à la médecine chinoise. Et lui a continué. Et aujourd'hui, il est prof de judo, de français et de PS en Australie. Donc, c'est incroyable. Ouais. C'est très intéressant ce que tu décrivais, parce que ce que tu décris en fait, c'est que le fait d'avoir commencé ce sport de combat a fait qu'il n'y avait plus besoin de te battre avec ton frère. Et je réfléchissais, il s'est passé la même chose avec mon frère. J'ai commencé le taekwondo en même temps que lui. On n'avait plus besoin de se battre à ce moment-là.
c'est comme si c'était une énergie qui avait besoin d'être exprimée. Oui. Donc elle peut être exprimée dans un cadre ritualisé, donc sain et avec des règles, et un cadre où être refoulée, mise au banc, mise sous le tapis. Et je crois que c'est un des plus grands risques aujourd'hui. Pour moi, dans la lutte contre le patriarcat qui est justifiée, il y a aussi potentiellement une dérive qui pourrait être le fait de vouloir détruire les pères et castrer les fils. Oui. Et donc castrer le fils, c'est par exemple ces deux petits garçons là, qui jouent à la bagarre. Non, il ne faut pas jouer à la bagarre, en fait. La violence, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, c'est qu'ils refoulent ça, et soit ils vont dans le côté yin, soit dans le côté yang, soit ils l'expriment plus du tout, mais d'un coup ça peut complètement péter, ou soit ils vont justement dans la violence. Et il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre. Et comme l'équilibre, enfin l'univers aime l'équilibre, et si ces petits garçons-là n'expriment pas cette part d'eux-mêmes, et du coup, ils trouveront des compagnes ou des compagnons qui l'exprimeront peut-être trop. Donc, qui vont porter leur ombre. Oui. Et donc, du coup, ils recréeront dans leur relation ce qu'ils n'ont pas résolu en eux. Et c'est pour ça que les femmes qui ont un masculin très fort, c'est hyper important, mais ce masculin très fort ne doit pas être, de mon point de vue, un copier-coller du masculin des hommes. Parce que sinon, en fait, on reproduit exactement la même chose de toxicité. Donc quitte à casser le patriarcat, autant le casser dans son origine, dans sa racine, et oui, dans sa forme, mais pas uniquement dans sa forme. Si on reste uniquement dans la forme, du coup, on le reproduit en sous-marin. Ouais, et que ce soit franchement, que ce soit un homme ou une femme qui incarne le patriarcat, on en voit tous les jours, quoi. Enfin, les hommes et les femmes politiques sont du même côté. Et les femmes politiques sont autant dans leur masculin toxique que les hommes politiques. Parce que c'est de cette manière-là qu'on leur a fait croire qu'elles devaient réussir. Oui, parce que dans une société faite par des hommes pour des hommes, la seule manière de réussir, c'est de devenir comme les hommes. C'est ça. Et donc de jouer au même jeu. Ouais, sauf qu'il y a d'autres voies, je pense. Et tout à fait, exactement. Ouais, tout ça, c'est fascinant. Tiens, puisque tu parlais de l'importance dans le travail que vous faites de poser des actions pratiques, d'avoir une progression, de chercher des vrais changements. Est-ce que tu aurais des idées pour travailler sur les 4 archétypes ? Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut faire pour travailler sur son souverain, sur son guerrier, sur son magicien, sur son amant, poète ? Il y a plein de choses. On peut avoir des choses générales, mais c'est tellement personnalisé et personnalisable en fonction du monde que c'est une question qui peut être un peu casse-gueule. Mais n'empêche, j'essaye de ne pas prendre une voie de sortie. Pour le souverain, ça serait de chercher pourquoi on fait les choses et d'être réflexif. Et en étant réflexif, du coup, on devient responsable. Parce que on voit là où on a non pas de la culpabilité à avoir fait quelque chose, mais la responsabilité qu'on a dans une relation ou dans des actes. Et ça, c'est vraiment le souverain. C'est de réfléchir sur lui-même et de poser les actes en conséquence. Est-ce que c'est assez pragmatique pour toi, ça ? Ouais, carrément. Ça m'a fait penser au fait que le souverain, le roi, a un royaume. Donc il ne pense pas qu'à lui. Ah ben non. Il prend en compte tout le royaume. Ouais. Et c'est une place super difficile. Parce qu'il y a des choix qui vont... si on prend justement le symbole du royaume, il y a des choix qui vont être super difficiles à prendre parce que ça va tuer une partie de la population. Mais ça va en sauver beaucoup plus. Tu vois, c'est tout le truc des super-héros. Et des super vilains. C'est qu'est-ce qui nous fait prendre des choix pour sauver le maximum, mais en même temps, s'il y a ma chérie dans le lot, je préfère que tout le monde crève et pas ma chérie, quoi. Ça, c'est pas forcément super mature.
ils réussissent toujours à trouver des twists là-dessus, mais bon, bref. Yes, Batman a fait le choix dans Batman le Dark Knight, je sais pas si t'as vu celui-là. Ouais. Il fait le choix très difficile de. Bah oui. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est que Batman, ce n'est pas un guerrier, c'est un vengeur. C'est le vengeur masqué. Et le vengeur, c'est un guerrier qui n'a pas résolu ses ombres. Et donc moi, j'adore Batman. Mais quand j'ai commencé à comprendre un peu ce qui sous-tendait tout ça, j'ai aussi vu ce dont on ne parle pas. Donc, oui, pour moi, je l'ai vu dans Le Petit Prince, ça. Dans Le Petit Prince, qui est une des références littéraires les plus acclamées encore en France aujourd'hui. Je vois justement ce modèle d'enfance éternelle, de non-souveraineté. C'est un prince, ce n'est pas un roi. Il est très connecté effectivement aux poètes et aux magiciens, mais il y a un truc qui... Il y a un royaume qui ne naît jamais vraiment. Ouais, et c'est vrai qu'on peut carrément le voir comme ça. Et dans ces fameux archétypes, il y a des sous-archétypes ou des archétypes secondaires dont l'enfant, le petit garçon, fait partie. Et qui est en fait le souverain non mature. Donc, et ça fait que les hommes qui ne sont pas souverains sont en fait juste des gamins blessés, et qui du coup ce sont leurs blessures qui parlent à travers leurs actes plutôt que leurs responsabilités. C'est un petit peu le syndrome de Peter Pan. Ouais, carrément. L'hédonisme. Ouais, bah oui, mais oui, vraiment, c'est vraiment ça. Et collectivement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ça ? Une question que j'entends souvent, d'ailleurs dans la bouche de femmes, que je trouve intéressante, qui me fait toujours sourire, c'est où sont les hommes ? Tu vois ? Sous-entendu, cette société ne fabrique plus des hommes adultes et matures. Ben non, mais... non. Enfin, il n'y a même pas grand-chose à rajouter d'autre. La société ne les fabrique pas, et c'est pour ça que c'est à nous, en tant que groupe, et individuellement, de faire le maximum pour nous permettre, et donc du coup leur permettre juste d'exister. Je reviens sur ta question sur les petites choses à faire. Le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui fait des plans. Tu vois, le magicien, le souverain, il donne une direction. Le guerrier, c'est celui qui planifie. Il fait les étapes de comment on va réussir à atteindre un objectif. Donc, une des choses qu'un guerrier, si les personnes veulent travailler leur guerrier, c'est ok, si vous avez un objectif, c'est quelles sont les étapes intermédiaires. Et vraiment de se les noter, de se les planifier. Et ça, c'est un truc de guerrier qui paraît pas guerrier. Parce que c'est pas les muscles, c'est pas... Non, mais par contre, c'est poser des limites de genre, ok, là, je travaille de telle heure à telle heure, et mon objectif, c'est ça, et je dois faire ça, puis après ça, puis après ça. Avec le passage à l'action. Planifier les choses. Ouais. Le côté concret. Complètement concret. Et le guerrier, il est sur les faits. Tu vois, quand on invoque le guerrier sur un tapis de travail de l'ombre, de shadow work, on lui demande quels sont les faits vraiment le plus objectifs possible qui sont passés à ce moment-là dans ta vie, quand on fait des régressions pour trouver un trauma originel qui a soulevé. Et ben, du coup, ok, c'est quoi les faits ? Alors que à l'amant, on veut lui dire qu'est-ce que tu as ressenti. C'est pas du tout la même chose. Le guerrier, il est beaucoup plus factuel. L'amant, il est beaucoup plus connecté, et le magicien, il va beaucoup plus être analytique. Donc voilà, pour travailler le guerrier. Ouais, c'est important parce que quand on passe à l'action, c'est plus le moment de la réflexion. Non. On a planifié, on a décidé. C'est ça. Maintenant, on y va. Ouais, mais toujours avoir le souverain qui est en rétro-contrôle pour, associé avec le magicien, pour justement, après chaque passage à l'action, ok, est-ce que ça a été efficace ou pas ? Donc du coup, est-ce qu'on réoriente d'un degré d'un côté ou de l'autre pour pas juste perdre de temps, quoi. Sur l'amant, la pratique chamanique, c'est bien. Juste, c'est apprendre à faire des voyages chamaniques, à se connecter
à la fois à soi et à l'invisible, et qu'on appelle le vivant de l'invisible, qu'on l'appelle archétype ou esprit ou double de nous-mêmes, c'est secondaire. Pour moi, tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Mais ça nous apprend à nous connecter à nous et à nos ressentis. Ça, c'est top pour développer l'amant. Une autre manière de développer l'amant, c'est la voie de la sexualité taoïste ou la voie du tantra. Le tantra, oui. C'est, la sexualité taoïste, c'est l'équivalent du tantra en version chinoise. Il y a des bouquins hyper sérieux, hyper intéressants là-dessus, qui vont développer, oui, notre sensualité, mais surtout notre connexion énergétique à notre énergie vitale, qui est notre énergie sexuelle. En fait, l'énergie sexuelle, c'est juste l'énergie de la vie. A priori, s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vie, quoi. Que ce soit un pistil, du pollen, tout ça, ou bien une fécondation humaine ou des œufs, ou quoi. Enfin, il y a forcément à un moment donné rencontre. Et pour pouvoir bien rencontrer l'autre, il faut bien se rencontrer soi. Et c'est sur ça que insiste beaucoup. Moi, j'ai plus étudié la sexualité taoïste. Cette branche de la médecine chinoise, c'est sur la connexion à soi et comment on peut développer cette connexion et que ça devient une médecine à part entière. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est fascinant, effectivement. Ouais. Et le magicien alors. Et le magicien, une manière de le travailler... tu vois, encore une fois, je te parle du chaman dans l'amant et non pas dans le magicien. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment que c'est deux choses qui sont un peu différentes. Le magicien, une manière de le travailler, ça serait... justement, ça serait d'analyser les choses et de vouloir les comprendre. Tu vois, par exemple, la psychanalyse, c'est un truc de magicien. C'est juste... Tu analyses ce qui se passe, tu te mets à l'extérieur de toi et tu essaies de voir la situation. Mais c'est pas suffisant. Mais donc je vais pas dire oui, si vous voulez travailler votre magicien, faites 15 ans de psychanalyse. En truc du quotidien, si le journaling, le fait d'écrire, de prendre 10 minutes tous les jours, d'écrire ce qui s'est passé pour soi, c'est à la fois reconvoquer les émotions, donc au niveau de l'amant, mais aussi en prendre suffisamment de recul pour pouvoir l'analyser sur le papier. Et le fait de l'écrire, ça fait qu'on l'intègre beaucoup plus. Et encore plus quand c'est sur de l'écriture, de la vraie écriture, pas sur le téléphone ou sur l'ordinateur. C'est que ça encore, c'est les apports des neurosciences, mais quand on écrit de manière manuelle, on intègre beaucoup plus les choses que quand on ne le fait pas. Quand par exemple, nous, en stage, on fait travailler les gens sur leur mission de l'ombre, leur mission de lumière, et qu'on leur fait poser des engagements, oui, les engagements, ils sont pris devant des témoins qui sont là, mais on leur demande aussi de les écrire. Parce que justement, quand c'est écrit, ça rentre dans la matière. Il y a le verbe qui est créateur, mais il y a aussi le verbe écrit qui ancre dans la matière. Ouais, je suis d'accord, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que la poésie, c'est génial. Ouais, il y a quelque chose qui se passe quand tu prends un stylo et que tu as la sensation d'écrire sur le papier. Là, c'est le poète qui parle, mais je voulais ajouter que pour moi, le magicien, c'est aussi celui qui est capable de trouver des solutions créatives, parfois un peu... oui. Tu vois, mais c'est celui qui est capable de trouver... de régler un problème de manière très créative. Complètement. En changeant de l'état d'esprit, en retournant le problème, en prenant un autre point de vue. C'est ça. C'est que comme il est plus à l'extérieur, du coup, il peut avoir un point de vue différent de la même situation. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est génial. Et quand on jongle avec ces 4 archétypes, finalement, on a un peu toute la vie qui se présente à nous, quoi. Et c'est juste géant. Et c'est pour ça que, tu vois, dans le shadow work, on parle de golden shadow et de dark shadow. Donc du coup, c'est parce que dans nos ombres, il n'y a pas que des choses mauvaises. Dès qu'on parle d'ombre, on parle de manière générale du dark shadow. Genre, on a des tendances manipulateurs et tout ça. Mais je crois que c'est Mandela qui parlait de ça en reprenant d'ailleurs un poème de quelqu'un d'autre.
tu sais, qui disait que la plus grande de nos peurs, c'était pas nos ombres, c'était notre lumière. Et ben cette lumière-là, en fait, si elle est cachée dans l'inconscient, dans le subconscient, et ben c'est une ombre. Ça peut être bizarre de trouver de l'ombre, de la lumière dans l'ombre, mais c'est ça la golden shadow. Bien sûr, c'est aussi la peur de réussir, c'est la peur de briller, c'est la peur d'être puissant. La peur de notre propre lumière. Ouais, complètement. Pour moi, qui est dans la symbolique aussi du dragon, dans la grotte qui cache un trésor. Il faut d'abord faire face au dragon, peut-être le Dark Shadow, avant de pouvoir trouver l'or, c'est-à-dire le trésor. C'est marrant que tu parles de dragon, parce que la fin de semaine dernière, là, le stage qu'on animait avec Sandra, c'était sur le pouvoir créateur associé aux esprits des dragons. Parce que justement, les dragons, ce sont à la fois des esprits créateurs et destructeurs. Il faut savoir détruire pour pouvoir créer. Et que, tu vois, dans la symbolique du dragon, on voit souvent Saint-Michel qui terrasse le dragon. Mais ça, c'est une relecture du mythe primordial. Et qu'on voit aussi, par exemple, dans Cendrillon, je crois, où la Belle au bois dormant, où le chevalier doit terrasser le dragon pour aller dans le château et tout ça. Et en fait, c'est que le dragon, il est là pour accompagner le chevalier à combattre ses ombres. C'est pas lui qu'il faut terrasser, c'est que il permet de mettre quelque chose à l'extérieur de soi qu'on a en fait à l'intérieur. Donc se connecter à l'énergie du dragon, c'est vraiment ça. C'est quel trésor on a à protéger, quelles ombres on a à aller explorer, et que les esprits des dragons peuvent vraiment nous accompagner là-dedans, quoi. Waouh. C'est un super pont entre le subtil, le shadow work, le mythique, mythologique et ce travail des archétypes. Louis, merci beaucoup, j'ai adoré cette conversation. C'était même trop court. Ouais, ça fait juste presque 2 heures. C'était même trop court. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps. Tu reviens quand tu veux. Ouais, bah avec plaisir. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour conclure ? Qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter ? N'ayez pas peur de la peur. Parce que c'est ça qui nous freine dans le passage à l'action du travail sur soi. On se fait toute une montagne de ce que c'est. Et oui, c'est intense. Mais c'est tellement gratifiant. C'est que moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que les épreuves que j'ai, je peux les transformer. Tu vois, il y a le truc du mur. On vient frotter, on vient vraiment impacter à chaque fois. Il suffit juste de donner un peu d'inclinaison à ton épreuve pour que ça devienne un tremplin d'évolution. Et c'est vraiment ça. Donc, n'ayez pas peur de la peur. Et que si vous devez le travailler, trouvez les personnes avant tout avec qui vous sentez une connexion. Si vous ne sentez pas quelqu'un alors qu'il est bardé de diplômes, n'y allez pas. Mais si vous sentez quelqu'un, mais que vous hésitez parce qu'il n'est pas assez formé, bah, posez-vous la question. Donc, c'est encore une fois instinct et raison. Et quand on trouve quelqu'un qui nous va au niveau instinctif et raisonnable, bah là, banco, allez-y à fond, quoi. Et investissez sur vous à fond. Tellement il y a des moments où j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour un accompagnement, et je ne le regrette absolument jamais. Alors que ça fait dépasser beaucoup de choses. C'est quand tu dois faire un chèque de 10 000. Mais derrière, quel cadeau, quoi. Bien sûr. Et puis l'importance d'investir aussi en soi. Ouais, bah tu vois, le fait d'investir en soi, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on nous retirera jamais. Tout à fait. Quand on a acheté notre première maison avec Sandra, on avait quasiment déjà 40 ans, quoi. Et on voyait des amis du même âge qui, eux, avaient déjà acheté leur baraque depuis plus de 10 ans. Et on s'est dit, mais comment on a fait ou comment on n'a pas fait ? Et on a calculé, à cette époque-là, combien on avait investi. Et ça, c'était déjà il y a 5 ans. Et je crois qu'à nous deux, on était déjà entre 150 et 180 000. Et c'est pour créer d'autres fondations que les fondations d'une maison. Mais au moins, on a des fondations intérieures hyper saines. Et pour nous, c'est essentiel.
Comme tu disais, on peut pas nous les reprendre en fait. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc voilà. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, qui souhaiteraient peut-être te contacter, découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver? En gros, il y a deux moyens principaux. Instagram, vous tapez Chamanescence tout attaché, vous allez forcément nous trouver. Ça va apparaître à l'écran. Ok. Et notre site internet, chamanescence.com, c'est pareil. Et dans les deux cas, rentrez en contact avec nous et on sera super content de pouvoir vous offrir 30 minutes d'entretien vraiment sans engagement, gratos. Si on peut déjà éclairer les gens et leur faire une proposition par rapport à là où ils en sont, et ben pour nous c'est cadeau, quoi. C'est du gagnant-gagnant. C'est génial. Eh bien, n'hésitez pas. Louis, merci encore. Avec plaisir, Mourad. Et à très vite. Ouais, salut.